Bonsoir à tous, bonsoir Béatrice. Bonsoir, bonsoir à Euh, tous. Bienvenue pour ce nouveau Neurolive. Alors du coup donc encore un Neurolive sur Zoom, hein. Forcément confinement Confinement obligé. Donc, oblige. exactement, on peut pas être l'un à côté de l'autre pour animer ce Neurolive. La thématique de ce soir c'est apprendre à apprendre et puis du coup on a la chance d'avoir Béatrice Navarro avec nous qui est également neuropsychologue et qui travaille du coup tu apprends hein, pas mal de méthodos justement au cabinet avec tes patients pour les aider à comment optimiser toutes leurs compétences Et euh, réussir à l'école. réussir à l'école et qui Autant que s'adaptent faire au se mieux. peut. Ouais, exactement. Bah, justement, alors du coup, ce que je te propose, un temps pour que tu te présentes, hein, parce que donc c'est la Ouais. première fois que tu animes un Eurolive avec moi, et puis après, comme ça, on pourra Pas la démarrer. dernière, pas la dernière. Non, 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 c'est la première. Alors, Ok, alors moi donc je suis Béatrice Navarro, je suis neuropsychologue, moi aussi en libéral, bah, comme Gabriel. Et du coup, je m'occupe en grande partie d'enfants, d'adolescents et d'adultes, mais beaucoup d'enfants et d'adolescents qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, je fais avant tout des évaluations neuropsychologiques, mais aussi beaucoup de méthodologie avec eux. Ça a été beaucoup une demande des parents. Voilà, depuis plusieurs années que je suis en libéral, il y a vraiment des demandes sur des techniques, des outils, des méthodes pour être efficace à l'école, qu'on ait des troubles des apprentissages ou qu'on n'ait pas de troubles en fait. Voilà. Donc, en libéral, la plupart du temps hors confinement, du coup, je vois des collégiens et des lycéens. Quelques enfants en école primaire, mais c'est un peu plus rare. Mais surtout des collégiens et des lycéens qui ont besoin de méthodes et d'outils. Donc, on fait une séance en général qui dure 1 heure. Les enfants m'amènent du coup 2 matières qu'on traite en 1 heure et je leur apprends avant tout à faire des fiches, à traiter leurs cours, à extraire l'information importante de la leçon et avoir des techniques et des outils en fonction du cours du prof, en fonction de la matière et en fonction aussi de leurs difficultés, de leur profil en fait. super. Donc il y a plein d'outils, il y a plein de méthodes. Je pense que voilà, on connaît plus ou moins tous les cartes mentales que j'utilise pas beaucoup. C'est une méthode qui convient pas à tout le monde parce que je trouve qu'il faut avoir de bonnes capacités visio-spatiales, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants qui viennent me voir. Mais moi, j'utilise une méthode qui consiste en fait à extraire l'information importante de la leçon en fonction de la leçon. Et pour ça, j'apprends aux enfants, surtout aux collégiens et aux lycéens, à faire des fiches. Voilà. Donc, en fonction des leçons, plus elles sont longues, plus elles sont complexes, plus du coup on a matière à traiter. Et plus c'est difficile pour l'enfant qui n'a pas de méthode et qui n'a pas d'outils. Et du coup, on fait des fiches, je leur apprends à extraire l'information importante de la leçon en faisant une fiche sur des notions importantes selon les matières et ensuite une fiche qui résume les informations les plus importantes de la leçon. Alors Il y ça, a aussi des conseils et des techniques pour le quotidien. Il faut effectivement être rigoureux au quotidien, vraiment essayer de limiter les écrans. Bon, ça, c'est des conseils assez classiques, quoi, mais en fonction de l'enfant, il y a vraiment des conseils au quotidien avec une rigueur à tenir, préparer ses affaires la veille pour le lendemain en ce qui concerne l'école et réviser ses fiches jusqu'à la date du contrôle. c'est ça en fait du coup qui va être intéressant, c'est que finalement, alors donc, j'imagine que de toute façon la demande elle est là hein, malheureusement parce que bah, quoi qu'il en soit, la réalité c'est que et surtout on va voir au collège et au lycée, tu as une pression scolaire sur le fait que Ouais. l'enfant doit absolument réussir. Malheureusement, et du coup c'est même assez paradoxal, bah, finalement en fait en grandissant, les aménagements sont de moins en moins présents hein, au collège et au lycée. Alors là, du coup, là, je parle des enfants et tout qui auraient besoin d'aménagement, mais même les enfants en fait, qui n'ont pas forcément besoin d'aménagement, par exemple, il n'est pas rare que, et c'est même plutôt normal, hein, qu'un ado, par exemple, ait besoin de profs particuliers, par exemple, dans certaines matières pour pouvoir réussir. Mais là où, du coup, en fait, toi, tu interviens, et c'est ça qui est finalement, en fait, selon moi, je trouve ça assez subtil et ça montre aussi à quel point, pour certains enfants, il y a ce besoin de prise en charge. C'est que parfois, l'enfant, en fait, n'a pas de difficulté à comprendre le contenu hein, du cours. C'est pas ça qui pose problème. C'est la façon de travailler qui pose problème. C'est la façon dont on lui envoie, dont on lui adresse, en fait, toute cette information qui pose problème. Et toi, en fait, en prenant le temps d'investiguer le parcours, le développement du patient, de l'élève, en ayant fait du coup un bilan neuropsychologique, tu comprends un peu son mode de fonctionnement et finalement, en fait, tu vas lui donner les stratégies pour qu'il puisse travailler ou effectuer une tâche de façon efficace. Ouais, complètement. Et ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que au fur et à mesure que les années avancent, donc c'est de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de matières, et il y a de plus en plus dans les matières de contenu. Et l'équipe pédagogique, en général, ne donne pas de conseils et d'outils
Il n'y a pas de méthode en fait au collège et au lycée. Enfin, les parents en tout cas font part d'un vrai manque par rapport à ça. Et du coup, on se retrouve en libéral à devoir faire de la méthodologie effectivement avec des enfants tout à fait lambda. Ceux qui ont des troubles, oui en effet, mais ceux qui n'en ont pas également parce qu'il n'y a pas de méthode et d'outils. Donc, alors moi, la technique que je propose, pour les collégiens et les lycéens, elle fonctionne pas mal. Il s'agit d'avoir donc des fiches de couleurs, des fiches cartonnées format A5. On choisit ensemble une couleur par matière. C'est une couleur qui va rester en général le reste de l'année, pour que du coup, l'idée c'est qu'ils s'y tiennent en fait à faire leurs fiches jusqu'à la fin de l'année. Et qu'au fur et à mesure que le cours avance, et du coup, on note sur les fiches les notions importantes et des extraits du cours et on apprend par cœur ces fiches-là jusqu'au contrôle. Après, pour réviser, effectivement, on a appris par cœur, donc tous les soirs, il y a eu révision et jusqu'à la date du contrôle. Et effectivement, il n'y a plus qu'à relire le cours une ou deux fois pour le contrôle, quoi. Parce qu'entre-temps, on a travaillé sur les fiches, on a traité le cours. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on fait les fiches, on réécrit déjà le cours. On cherche les notions, on les réécrit dans les fiches. Et puis, on réécrit aussi des parties du cours qui sont les parties du cours les plus importantes que je leur apprends à trouver, en fait, dans le cours. Et du coup, finalement, le cours, de cette façon-là, il est intégré. À partir du moment où tu réécris, où tu portes attention au cours et où tu t'intéresses au cours et où tu fais l'effort de chercher ce qu'il faut et de te poser des questions et de comprendre ce que tu apprends, parce que souvent, c'est souvent le cas des enfants qui viennent me voir en méthodologie, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train d'apprendre. J'ai l'idée en tête, là, un exemple. J'avais une jeune fille qui était venue me voir, donc elle était au collège, et elle m'avait amené la leçon de sciences physiques où c'était compliqué pour elle. Et la leçon portait sur la combustion. Et elle n'avait pas compris ce que c'était que la combustion. Donc, si déjà d'emblée, les titres ne sont pas compris et si les sous-titres, les mots des sous-titres ne sont pas compris, forcément, on ne peut pas comprendre ce qu'on est en train d'apprendre. Et tout de suite, on perd de l'intérêt sur ce qu'on est en train d'apprendre, on décroche et on n'est pas efficace. Alors ça, En fait, à avoir. Et comment en séance, je leur entraîne à avoir cette prise de conscience. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de termes dans les leçons, en fait, qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent faire l'effort de chercher, soit dans un dictionnaire, soit effectivement avec une tablette ou un téléphone, mais uniquement en l'utilisant pour ça, parce que sinon la dispersion avec le téléphone et la tablette, elle est très rapide, avec les réseaux sociaux, etc. Donc en une heure, ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent être super efficaces s'ils ont la bonne méthode. En une heure, on traite 2 matières, on traite 2 cours. Ce qui les bluffe en général assez souvent et les parents aussi. Juste après la séance, en général, je explique les méthodes et les outils aux parents pour qu'ils puissent les réappliquer à la maison. Généralement, les séances, c'est à quelle fréquence? Lorsqu'on vient te voir? Alors, c'est toutes les semaines. C'est vrai qu'au départ, c'est toutes les semaines, voire tous les 15 jours, en fonction aussi des résultats scolaires de l'enfant. Si pour l'instant, les résultats scolaires se tiennent et qu'on veut un peu renforcer, du coup, on fait une fois tous les 15 jours. Et sinon, c'est toutes les semaines. Après, les parents me demandent souvent, on part pour combien de temps? On ne sait pas, on part en fonction de ce que l'enfant va s'approprier, du temps qu'il va mettre pour s'approprier les outils, de sa volonté aussi surtout. Parce qu'il y a des situations où les parents m'amènent les enfants en croyant que la méthodologie va créer un déclic sur effectivement la volonté de travail, et là on est sur 2 choses différentes. Parfois ça fonctionne, parfois effectivement le fait d'avoir de bonnes méthodes les encourage, leur donne envie de bien apprendre, et du coup ils savent comment faire maintenant, ce qui est, du coup ça les bouleverse, de savoir comment faire, c'est tout à fait du coup motivant pour eux par rapport à des enfants qui auparavant ne savaient pas du tout par quel bout prendre la leçon qui était longue et complexe. Donc à partir du moment où ils savent comment faire, ça peut effectivement créer un déclic. Mais quand la motivation, quand le problème de motivation il est plus profond, du coup ça marche pas. Donc il y a des fois des choses plus profondes à régler, même si on essaye des fois la méthodologie pour justement faire en sorte que l'enfant prenne goût au travail. C'est ça en fait, c'est que j'imagine que de toute façon, t'es habitué à ça. C'est qu'une fois que malheureusement l'enfant en fait aura été en échec parce que justement il manquait de méthodo, donc il a été en échec. Derrière, ça a forcément un impact sur le plan psychologique. Donc il va finir par manquer de confiance en lui. Il sait qu'il n'y arrivera pas. Enfin en tout cas, il pense qu'il n'y arrivera pas. Il est stigmatisé par les profs qui pensent qu'il n'a pas appris, alors qu'en fait il a appris mais il n'a pas su comment apprendre ou il n'a pas su restituer, ce qui est 2 choses différentes. Il ne faut pas confondre ne pas avoir appris et ne pas parvenir à restituer ce qu'on a appris. Ce sont 2 choses différentes. Et nous, ça on peut le voir en tant que neuropsy, effectivement on peut le voir. Ouais, si ça a été encodé ou pas, ou si… Exactement. Si du coup, effectivement, il a essayé d'apprendre et qu'il a eu du mal à restituer, ou alors qu'il a essayé d'apprendre et qu'il ne s'y est pas pris de la bonne façon, ce qui est possible. Quand on ne comprend pas ce qu'on est en train d'apprendre. Donc, les outils sont les suivants. C'est vrai qu'ensemble, on porte attention à la leçon. On regarde effectivement comment est composée la leçon, combien de pages il y a, combien de parties il y a dans la leçon. C'est important de prendre conscience de comment est-ce que la leçon a été faite par le prof. Et en fonction de ça, on va du coup travailler sur la leçon.
Très bien, par quoi est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qui te semble important? Quand c'est de l'histoire géo, par exemple, histoire ou géographie, ce sont en général des leçons qui sont longues et complexes. Donc là, du coup, en général, on fait 2 fiches. Une fiche qui extrait les notions importantes de la leçon, d'histoire ou de géo. J'ai fait la première ou la deuxième guerre mondiale à plusieurs reprises, parce que c'est tout le temps le même programme. Maintenant, je connais les programmes à peu près par cœur. Donc, j'ai fait la première, la seconde guerre mondiale avec plusieurs enfants. Effectivement, il y avait triple alliance, triple entente. Il y avait des notions clés comme ça, effectivement, à apprendre par cœur. Quel pays compose la triple alliance, la triple entente? Donc là, on fait une fiche vraiment sur cette leçon-là, qui est une fiche uniquement de notions. Et ensuite, on fait la fiche qui extrait les informations importantes de la leçon. Mais Il y a des justement, matières où il n'y a pas besoin de faire de fiches. mais ça t'oblige alors toi aussi forcément en fait à devoir te mettre un peu à jour par rapport au programme. Alors tu dis que le programme et tout c'est toujours le même, mais en tout cas c'est d'avoir un peu les connaissannes. Par exemple moi Oui, perso, c'est vrai. je sais que si tu as un élève et tout qui vient, il est en seconde, il est en première et qui me parle de physique chimie, je ne saurais pas l'aider en tout cas Mais on sur cherche ensemble. C'est ça qui est important, c'est qu'on cherche ensemble en fait. Moi, la combustion, la définition, je la connais pas par cœur. Mais du coup, il va falloir l'apprendre, la définition, parce que là, voilà, tu es en train de travailler sur une leçon qui traite de la combustion. Donc, il faut savoir ce que ça veut dire, c'est obligé. Si tu veux comprendre ta leçon, et oui. si jamais dans le contrôle, il t'est demandé en fait la définition de la combustion, la formule, je sais pas, qui peut aller avec, etc. Donc, il faut absolument avoir cette notion-là en tête. En tout cas, être au clair. Donc, on cherche ensemble. Hein. D'ailleurs, moi, il voit aussi comment je fais et comment je cherche. Donc, c'est ça qui est important en fait. C'est pas que je sais ou que je sais pas ou que lui sait ou qu'il ne sait pas. C'est comment on va faire pour y arriver en fait. Comment on va faire pour être efficace en un moins de temps possible. Parce que voilà, quand on est efficace, qu'on a les bons outils, bah, du coup, ça prend moins de temps. Et comment est-ce qu'on va faire ensemble? Comment moi je fais? Regarde comment je fais, comment toi tu fais. Est-ce que ma méthode te convient? Et au fur et à mesure, comme ça, on avance ensemble et ça marche assez bien, hein, cette histoire de fiche. Est-ce que parce que bon alors là du coup ça c'est pareil. Là, normalement en fait en grandissant les enfants, les ados ont de moins en moins envie que les parents mettent un peu leur nez dans les devoirs et dans le travail. Est-ce que c'est quand même important en fait, de pouvoir maintenir la communication avec les parents? Parce que du coup, lorsque Oui, tu tout à travailles fait. avec les enfants, j'imagine aussi quand même qu'il faut être un peu transparent aussi avec les parents en leur montrant un peu bah, du coup, ce qui est fait. Et comment en fait finalement, parce que bon, les parents, je pense qu'ils sont super rassurés et tout lorsqu'ils te voient fonctionner comme ça. Les enfants, Ouais. eux, ça va aussi, ça les casse pas finalement en fait, dans cette relation de confiance? Non, alors moi j'explique systématiquement le parent. C'est de toute façon, c'est le parent qui m'amène l'enfant. Donc j'explique à l'enfant qu'à la fin de la séance, il y aura un retour aux parents sur ce qu'on a fait, comment on a fait, pour que du coup le parent puisse continuer à l'aider à la maison et puisse éventuellement aussi voir comment est-ce qu'il avance dans les fiches. Et moi me faire un retour et que j'ai besoin de ça. Moi, je prends 10 minutes à la fin de la séance pour expliquer effectivement aux parents ce que j'ai vu, la motivation ou pas de l'enfant. Ça m'est arrivé, là, bah, il n'y a pas si longtemps que ça, d'avoir vu un adolescent et de dire à la maman, écoutez, là, il est opposant. Là, moi, je veux bien lui donner les outils. C'est même pas une question de méthode et d'outils. Là, il est opposant. Et je l'ai dit devant l'enfant, moi, il n'y a pas de non-dit. Hein. Non, 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 bien sûr. C'est une relation vraiment de totale confiance et il faut entre moi, l'enfant et le parent. Donc Ouais. oui, effectivement, je fais un retour, je prends 10 minutes de la séance en fait, pour faire un retour aux parents, lui montrer ce qu'on a fait, pourquoi est-ce qu'on a fait comme ça, et qu'est-ce que je conseille pour la maison par rapport à ce qu'on a fait pour la suite en fait de la leçon, et pour la suite en général de ce que j'ai perçu aussi de l'enfant, de sa motivation, de est-ce qu'il est perdu ou pas. D'ailleurs, moi je le vois, en général, j'aime bien parce que j'ai l'impression, quand ça marche, je dis aux parents, vous voyez, je l'ai transformé. Parce que l'élève, je lui fais la leçon sur le trier ses cours. Je veux dire, s'il m'amène des cours et que je vois qu'il est perdu et que je vois qu'il y a des feuilles volantes et que je vois que c'est pas bien organisé, que lui-même ne sait pas, ça va pas le faire. Donc là, on recadre les choses, je lui explique comment ça fonctionne et ça marche bien, hein, ils le prennent pas mal, mais ils comprennent que du coup, les feuilles qui sont pas collées, les cours qui sont pas en ordre, des choses qui sont pas classées, c'est juste pas possible. Voilà. Je me souviens d'un élève comme ça en terminale S, un élève d'ailleurs précoce, précocité intellectuelle. Terminale S, il m'amène ses cours, du coup, donc c'était un peu en catastrophe pour le bac, etc. Bon, ok, fin d'année, on s'y prend un peu au dernier moment, c'est pas grave. Les cours étaient en bazar. Donc 2 semaines après, voilà, il m'avait acheté un trieur, tout était trié, classé, les fiches qu'on avait faites, parce que du coup il venait quasiment me voir tous les jours vu qu'on était en retard pour le bac, hein, qu'il était voilà, la maman m'avait connue vraiment à la limite que l'enfant passe son bac, donc voilà, on avait fait au mieux. Voilà, on avait tout retrié, tout reclassé, effectivement, je l'avais trouvé transformé. Vraiment. Et c'était un enfant qui avait de bonnes capacités à la base, précocité intellectuelle, mais pas de méthode de travail. Aucune. Aucune. Ça ne peut pas fonctionner. On demande à l'enfant, effectivement, d'être scolaire et de rentrer dans un moule. Moi, c'est ce que je leur apprends. Être discipliné, tout simplement. L'enfant qui n'arrive pas, l'enfant en fait qui n'est pas organisé, c'est qu'il n'arrive pas à être organisé. Sinon en fait, enfin, je pense que
C'est-à-dire que l'enfant lui-même en fait est en souffrance parce que justement en fait il se rend bien compte qu'il n'arrive pas en fait à s'organiser correctement. Alors tu as des enfants et tout qui vont réussir jusqu'à un certain niveau en fait à pouvoir obtenir quand même des bonnes notes, à essayer de toujours être dans la moyenne de la classe parce qu'ils vont avoir quelques facilités et puis parce que bon bah voilà ils vont essayer de rattraper un peu au dernier moment. Mais arrivé à un moment donné, en fait, ça devient trop difficile. Et généralement, la plupart quand même des enfants, je pense, en tout cas, chercheraient, en tout cas, s'ils pouvaient être organisés, ils chercheraient à être organisés parce que normalement, c'est plus facile pour tout le monde. Après, chacun en fait a aussi sa propre organisation. On n'a pas forcément en fait une façon de Tout à faire fait. qui correspondrait à tout le monde. Tout à C'est fait. pour ça que tu as insisté sur un point essentiel, c'est si l'enfant n'est pas réceptif. Et ça, du coup, par exemple, ça, c'est vrai que ça peut arriver aussi que, bah, en fait, on aura beau proposer tout ce qu'on veut, l'enfant, s'il n'est pas réceptif, bah, du coup, il n'est pas réceptif. Moi, généralement, en fait, ce que je fais, c'est que je fais toujours le point avec les parents après 4 séances, à peu près 3 ou 4 séances de début de prise en charge, pour justement faire le point, pour pouvoir voir bah, où est-ce qu'on va. Est-ce que du coup, justement, l'enfant, il est réceptif ou pas? Est-ce que du coup, il va potentiellement mettre en application ce qui est vu au cabinet dans son quotidien, que ce soit à l'école ou à l'école, pardon, que ce soit à la maison ou à l'école, et justement pour répondre en fait à cette question des parents, qui est combien de temps en fait va durer la prise en charge. Au début, en fait, on ne sait pas du tout, et puis après Voilà. X séances, on peut savoir à peu près. Alors, c'est jamais en fait Exactement. des séances, Exactement. mais on sait à peu près est-ce que ça va durer 2 mois, est-ce que ça va durer un trimestre, parce que du coup, on en a pour toute l'année. Parce que en fait, l'enfant va avoir besoin de cette béquille vraiment à côté en fait des cours pendant toute l'année. Donc effectivement, mais parfois ça peut arriver que l'enfant du coup il n'est pas du tout réceptif. Et là du coup le problème est totalement autre. Et on aura beau en fait travailler la méthode avec l'enfant, s'il n'a pas envie de mettre en application, il n'a pas envie de mettre en application. À ce moment-là, du coup, c'est d'autres axes éventuellement en fait, qu'il faudrait. Exactement. Donc, ça, d'autres axes de prise en charge que je propose également à la famille. J'ai des collègues qui font de la psychothérapie ou d'autres. Voilà, s'il faut travailler autrement, il y a des possibilités. Mais tu as dit effectivement quelque chose aussi d'intéressant, c'est-à-dire que parfois, moi, je propose une méthode. Effectivement, ça peut ne pas correspondre à tout le monde, hein, comme la méthode des cartes mentales qui ne correspond pas à tout le monde, etc. J'en fais de temps en temps des cartes mentales quand je vois que l'enfant, effectivement, a de bonnes capacités visio-spatiales et que ça lui parle, etc. Et il y a des enfants qui, du coup, alors surtout les adolescents, j'ai une adolescente là par exemple qui, alors j'ai proposé ma méthode, elle s'est appropriée la méthode de fiche et quand je lui dis de faire de telle ou telle façon dans la fiche, elle me dit non, je veux faire de telle ou telle façon. Donc comme quoi, ça c'est plutôt bon signe. Elle s'est appropriée ma méthode et puis elle veut en faire ce qu'elle veut et se l'approprier vraiment jusqu'au bout sans suivre mes conseils au détail près et c'est plutôt une bonne chose. Et je continue à la voir en méthode et très souvent elle me dit bah non, moi je veux pas faire comme ça, je fais comme ça, mais elle s'appuie sur mes conseils pour ensuite voilà faire de façon personnalisée et ça c'est super, c'est aussi une super aide qui lui apporter en méthodologie quoi. Et c'est ce que je dis aux parents, je leur dis voilà, sous ses airs nonchalants, finalement elle s'approprie très bien les méthodes, elle est débrouillarde par rapport à ses cours et elle y arrive. Et voilà, effectivement, j'ai l'impression d'être une béquille sur laquelle elle s'appuie pour voilà, ça lui donne une impulsion, un élan pour traiter ses cours et être efficace. Donc si c'est juste ça qu'il lui faut, parfait. Moi Alors, ça me va, est-ce ça qu'on ne l'aide. pourrait pas profiter justement parce que bon, du coup, vu qu'on est tous en mode confinement, j'imagine que bon, qu'il y a pas mal de parents qui peuvent être un peu déboussolés, qui ne savent pas vraiment en fait comment gérer avec leurs enfants au quotidien, parce que bon, de toute façon, l'école, enfin les cours continuent pour les enfants, donc ils reçoivent quand même en fait les cours tous les jours, ils ont des devoirs, ils ont des rendus de devoirs, donc c'est quand même en fait il y a toujours cette pression forcément en fait qui est là encore au quotidien. Et qui peut même parfois être accentué parce que bah, c'est l'enfant qui est à la maison et puis bah, du coup les parents forcément en fait sont responsables un peu de comment l'enfant en fait, va travailler et comment faire avec un ado de 14 ans qui n'a pas du tout envie d'entendre parler de ses parents justement pour ce qui concerne les cours. Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter justement de cette vidéo pour donner quelques conseils comme ça aux parents pour qu'ils puissent du coup les appliquer avec leurs enfants ou même directement en fait quelques conseils directement pour les ados qui tomberaient sur la vidéo, tout en sachant encore une fois que voilà, il n'y a pas de personne n'a de baguette magique, hein. J'ai regardé derrière moi, j'ai pas de baguette magique. Non, euh, j'aimerais bien, mais les parents des fois me demandent, je leur ai dit non. ouais, On chaque aimerait bien. enfant est différent, chaque enfant a son propre parcours de vie, chaque enfant a sa propre vision de ce que représente l'école pour lui, avec plus ou moins des facilités et des difficultés. Donc effectivement, il n'y a vraiment pas de baguette magique.
mais on peut voilà, profiter de cette vidéo pour donner quelques conseils comme Oui. ça. Je peux même te donner des exemples, hein. Là, je Super. continue à suivre mes patientes et les consultations, et justement avec le confinement, avec tous les problèmes que voilà, tu as cités. Il y a des conseils qui sont très basiques et qui ont été donnés sur Internet et qui sont, je trouve, de très bons conseils, comme avoir un emploi du temps, se faire un emploi du temps. Bien sûr, garder des horaires similaires à ceux de l'école. Enfin, là, par exemple, j'ai fait l'emploi du temps d'un enfant qui est dyslexique et qui est du coup à la maison avec ses parents. Donc, je lui ai fait son emploi du temps. On a mis les matières littéraires le matin, les matières qui lui posent le plus problème le matin. Donc, on s'en tient une rigueur. L'enfant, il y a eu des fois, les parents m'ont dit, ah oui, il commençait à prendre une routine, à se lever à 14 heures l'après-midi. J'ai dit, c'est pas possible. Non, non, on maintient les horaires de l'école. Au plus tard, à 9 heures, on se met à son travail. Je lui ai mis les matières les littéraires, celles pour lesquelles il aurait le plus de difficultés au tout départ, au début de la journée, vraiment dès 9 heures en fait. Je lui ai donné des techniques et des outils pour, voilà, s'il y a une rédaction à faire, s'il y a des choses littéraires à faire, du coup, on va essayer de faire à l'oral avec maman, etc. Après, il faut savoir que oui, il y a des enjeux psychologiques, psychoaffectifs qui se jouent avec le parent et qui ne se jouent pas avec moi ou avec toi, enfin avec un professionnel, et qui ne se jouent pas de la même façon non plus avec. Donc oui, à un moment donné, le parent va arriver à ses limites. Et il va d'autant plus arriver à ses limites quand l'enfant a un trouble. Je me souviens d'un enfant, alors on n'était pas du tout en confinement encore, c'était l'année dernière. La maman m'a amené son enfant en me disant, écoutez, pour les devoirs, c'est une catastrophe. Moi, je m'arrache les cheveux, notamment en mathématiques. Ça fait 2 ans, 3 ans que je m'arrache les cheveux, je ne comprends pas. Vraiment, alors je m'étais dit qu'au départ, c'était comme ça pour tous les parents, mais là, j'ai quand même un doute. Les mathématiques, ça ne va pas du tout. Et j'avais fait un bilan neuropsychologique chez cet enfant, il y avait une dyscalculie. Donc, au bout d'un moment, j'avais dit, mais écoutez, mais oui, c'est normal que vous arrachiez les cheveux avec l'enfant. Oui, et vous allez vous arracher les cheveux longtemps en mathématiques parce qu'il y a une dyscalculie, il y a des méthodes, il y a des outils, on va les mettre en place, mais encore fallait-il le savoir. Donc, en tant que parent, vous arrivez forcément à vos limites. Donc là, pour le confinement, oui, bien sûr, mettre un emploi du temps, s'en tenir à une routine. Il faut vous dire aussi, et c'est ce que je dis aux parents, rassurez-vous, le programme d'éducation nationale, il est bas. Voilà. C'est ce qu'il faut avoir quand même un peu en tête. Moi, quand je discute avec des collègues enseignants, que ce soit dans le public ou dans le privé, voilà, ils me disent un peu la même chose. Donc, pas de pression, on fait ce qui est demandé, on fait au mieux. Par contre, si on s'en tient à une routine, à une rigueur, pas de problème. S'il y a besoin d'outils en particulier, on est là, voilà, comment structurer un plan pour une fiche de lecture, pour une dissertation. Ça, voilà, on peut trouver des choses et sur Internet. Et moi, ils savent que voilà, ils peuvent me contacter sans problème. Après, oui, les matières qui sont les plus difficiles, les mettre le matin. Pour la dictée, il y a des conseils qu'on peut donner. Il y a des parents qui ont des mots à faire apprendre à leur enfant ou autre. Donc moi, ce que je conseille, alors j'ai une méthode pour la dictée qui, d'ailleurs, je vais en profiter pour la donner. Du coup, l'idée, c'est voilà, de bien lire les mots que l'enfant. Alors là, c'est souvent des enfants qui sont en école primaire, qui ont ce genre d'exercice. On demande effectivement à ce que l'enfant lise à voix haute les mots pour qu'il il comprenne les mots qu'il est en train d'apprendre. Par exemple, si c'est album, lui, s'il lit album, il faut qu'il sache que le mot pour lequel il est en train de préparer, c'est album. Donc, et le mot album, en général, ils peuvent le connaître. Voilà. Ouais. Donc l'idée, c'est que ils lisent les mots à voix haute, ils les recopient à plusieurs reprises, 3, 4 fois, c'est le mieux. Et ensuite, on fait une simulation de la dictée, 1 ou 2 fois. Si tout est bon, parfait, on finit par épeler les mots. On sait que l'enfant a les mots en tête, l'orthographe du mot en tête quand il est éplé. Si du coup il y a des erreurs, on recommence. Il faut les recopier, voilà, autant que c'est possible et autant que du coup c'est nécessaire. On recommence donc la dictée et ensuite, une fois que l'enfant a éplé les mots correctement, on sait qu'ils sont en tête. Voilà, il y a plein de techniques, d'outils comme ça pour chaque type de devoir. Pour les mathématiques, effectivement, oui, apprendre les définitions, des notions, enfin les formules surtout par cœur et l'appliquer avec les exercices. En général, là, en ce moment, les enseignants donnent les corrections des exercices. Donc, s'il y a eu une erreur, on conseille effectivement à l'enfant de refaire l'exercice alors sans regarder la correction, mais en ayant compris la correction. Voilà, pour être sûr que la notion soit assimilée. Là, l'idée, c'est de continuer à assimiler les notions. Et voilà, c'est pas du tout infaisable, en sachant qu'il faut, voilà, si l'enfant a un trouble, si on suspecte un trouble, on sait que le parent va arriver à ses limites et c'est normal. Donc, le cas de l'enfant qui a une dyscalculie, le cas de l'enfant qui a une dyslexie, oui, effectivement, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on traîne sur les devoirs en français. Je me souviens d'une maman qui me racontait qu'elle faisait venir son voisin pour aider son fils en français parce qu'il n'y arrivait pas. Et quand j'avais refait un bilan comparatif, parce que j'avais déjà vu cet enfant en bilan, j'avais vu que les difficultés, effectivement, on était dans le cadre d'une dysphasie, trouble que tu connais, les difficultés en langage, les difficultés sur le plan verbal persistaient. Donc oui, du coup, c'est normal qu'on pêche en français. Donc, mais une fois qu'on a dit ça et qu'on le sait, c'est vécu autrement.
Et oui. Donc, et là, vraiment, on est dans une période très particulière avec un confinement où voilà, on essaye de ralentir la progression d'un virus. Bon, il faut relativiser aussi, quoi. On fait de notre mieux, on suit ce qui est demandé. Il faut savoir qu'il y a certains collèges et lycées qui donnent beaucoup, beaucoup de devoirs là. On Oui. essaye de faire sans se mettre la pression, c'est vraiment pas la peine. Là. C'est vraiment pas la peine. Bah, Alors là, il y a des enfants qui ont le bac et qui ont le brevet. Oui, donc là, oui, donner des outils, des techniques, voilà. Prenez la méthode de faire des fiches. Hein, on continue les fiches en confinement, c'est important. Voilà, par exemple, alors pour les langues, je peux aussi donner une autre technique que j'applique en séance. Pour les langues, on fait toujours la même chose, c'est le même type de fiche. On coupe la fiche en deux et c'est des fiches traduction de mots. Pour chaque leçon, on traduit les termes et on apprend ces traductions par cœur, que ce soit des mots ou des expressions en anglais, once upon a time, des trucs comme ça, des expressions qu'on va retrouver, des mots qu'on va retrouver d'une leçon sur l'autre en fait. Et en apprenant ce vocabulaire par cœur au fur et à mesure, l'enfant il est largement moins perdu d'une leçon sur l'autre quand du coup des nouveaux termes sont abordés parce qu'il est à l'aise par rapport aux termes qui ont déjà été appris et qui sont nécessaires pour suivre en fait un programme en langue. Voilà. Tu as bien fait d'insister sur le fait que voilà, il faut vraiment pas en fait, se mettre la pression et du coup, il faut surtout pas non plus mettre la pression à l'enfant. Alors après, c'est normal que, parce que de toute façon, école, malheureusement, rime avec pression la plupart du temps. C'est très bien que bah, du coup, l'enfant, en fait, s'il est en échec, s'il n'arrive pas à faire ce qu'on attendrait de lui, bah, du coup, forcément, c'est les parents en fait, qui vont avoir la pression parce qu'ils se disent, bah, mince, là, l'enfant, en fait, il accumule les mauvaises notes, du coup, Oui, mauvaises ils ont des remarques, hein, c'est-à-dire que c'est vers les parents. l'orientation qu'il aurait souhaité. Donc forcément, en fait, c'est même parfois en fait, assez anxiogène. Bon, là, de toute façon, on est en période de confinement, mais même de toute façon, de manière générale, on essaie quand même de relativiser du mieux qu'on peut en se disant que bon, l'élève, avant tout, c'est un être humain, c'est un enfant qui a aussi besoin de stabilité. Il a besoin aussi de pouvoir grandir et d'évoluer dans un environnement serein, que ce soit à la maison ou à l'école. Si la scolarité pose problème, au moins il peut trouver cette sérénité à la maison. La plupart du temps, enfin en tout cas moi c'est mon discours, hein. Je pense que c'est aussi le même par rapport à… Oui, il faut être à l'aise en fait. Et moi, c'est ce que je dis aux parents là en ce moment. Écoutez, bon, si là, il assimile la notion et qu'il s'agite un peu sur sa chaise et qu'il se lève, mais que la notion est assimilée, voilà, très Alors, bien. c'est qu'après, du coup, après, on peut aussi parler en fait d'enfants à besoins spécifiques, d'enfants du coup avec des troubles neurodéveloppementaux. Tout à fait. Alors, lorsque du coup ça a été dépisté, diagnostiqué, l'idéal c'est quand même en fait de s'informer un maximum sur bon bah du coup que représente en fait ce trouble, quelles sont les particularités de ce trouble. Effectivement, un enfant qui présente un TDAH ne va pas travailler comme un enfant qui ne présente pas de TDAH. Un enfant qui présente un trouble des apprentissages ne va pas travailler comme un enfant qui ne présente pas de trouble des apprentissages. Donc déjà l'idéal en fait c'est de pouvoir s'informer pour savoir bah, du coup comment fonctionne en fait l'enfant. Moi, un enfant TDAH qui va être allongé avec les deux pieds sur le mur et qui est en train de lire sa leçon, ça me paraît tout à fait normal. Si ça lui permet, en fait, Voilà, c'est ce que j'explique aux voilà, parents. Tout à fait. c'est ça. Après, ça devient un petit peu plus problématique, effectivement, lorsque du coup le trouble n'a pas encore été en fait diagnostiqué et on ne comprend pas pourquoi l'enfant va être en échec. Selon moi, alors, et du coup ça aussi ça c'est bien, heureusement en fait que tu le dis. Alors oui, on est en confinement, mais s'il pouvait y avoir vraiment continuité en fait, que ce soit au niveau de la prise en charge ou en tout cas le fait de pouvoir échanger avec des professionnels, il faut pouvoir le faire. On est quand même pas mal de professionnels à se rendre disponibles, que ce soit en visio, par téléphone, pour justement pouvoir répondre en fait aux besoins des patients. Là, aujourd'hui, là, le 30 mars 2020, parce que certes, on est en confinement et qu'il y a plein de choses là qui pour l'instant sont en stand-by, mais quoi qu'il en soit, la vie continue. Donc l'enfant continue en fait d'être confronté tous les jours, plus ou moins, à des situations qui vont le mettre en difficulté. Donc s'il est possible en fait de pouvoir échanger avec un professionnel, au moins pour faire l'entretien d'anamnèse, au moins pour voir un peu du coup si oui ou non il y aurait raison de entre guillemets s'inquiéter ou de devoir explorer davantage tel ou tel domaine, et ben en tout cas j'encourage les familles à le faire. Parce que, je sais pas moi, imaginons que du coup le confinement dure encore un mois, que l'école finalement en fait ne reprenne pas, que ça reprenne qu'au mois de septembre, mais qu'entre-temps il y ait quand même des cours, des contrôles, des devoirs, bah, l'enfant, à côté de ça, en fait, L'enfant un peu mauvaise et la famille aussi, là, tout à fait, en cette c'est ça. période-là, oui. C'est Et des ça. fois, il suffit pas grand-chose. Hein. Il suffit que d'une technique, d'un outil, il suffit d'y voir plus clair sur quelque chose qu'on n'avait pas vu, dont on ne s'était pas rendu Bien compte, sûr. et par rapport à la leçon, et par rapport à l'enfant, des fois. Des fois, c'est pas le travail scolaire, des fois, c'est l'enfant, en fait, qui a un profil particulier, effectivement, comme tu dis, qui a une façon de faire particulière. Bon, voilà, du moins qu'on est éclairé, après, tout roule. Hein. Non, non.
Mais il n'y a pas de baguette magique, effectivement. Non, c'est vrai, il y a pas de baguette magique. Donc déjà, en fait, le premier conseil, finalement, en fait, c'était alors, on prend le temps de s'adapter un peu aussi au profil de l'enfant, pas de pression, on se met vraiment pas de pression, on maintient un rythme, donc on se lève à des heures correctes. Oui, Si, après, ça peut être un accord aussi avec. Moi, c'est ce que je vais préconiser, par exemple, pour l'enfant là, pour qui j'ai fait l'emploi du temps. Là, pour le coup, voilà, on dit qu'on tolère une à deux journées par semaine, une à deux matinées par semaine, où il commence plus tard s'il veut faire une grasse matinée. Voilà. On intègre aussi des temps c'est de bien pour jeu. les enfants, et d'un coup, en fait, ils ont envie de se sentir un peu en vacances. C'est normal parce que du coup, il n'y a plus d'école en tant que telle. Et puis en même temps, on leur dit, bah non, en fait, c'est pas Ah, fini. les vacances, ouais, là, Ils ont c'est pas pas encore cette possible. maturité de pouvoir Jeux se dire. vidéo toute la journée. Non, non, ouais, ouais. Tu as raison, tu as raison. Déjà, là, les adultes, le télétravail, c'est pas forcément non plus évident. Donc, les enfants, et puis même, de toute façon, même lorsqu'il n'y a pas de confinement, pour tous les enfants, c'est pas forcément évident de se dire, ah, bah, une fois que je rentre à la maison, j'ai en plus des devoirs encore à faire. Donc là, c'est sûr que les enfants et tout, ils sont un petit peu perdus et ils ont vraiment, vraiment besoin, en fait, de la présence des parents pour pouvoir maintenir ce cadre et cette bonne hygiène de vie parce que, bah, arrivé à un moment donné, le confinement sera terminé, on devra tous retourner à la vie normale. Donc, il faudra aussi assurer ce moment-là. Donc, on maintient quand même en fait un bon rythme. Effectivement, du coup, ça se fait aussi en accord avec les parents. Privilégier peut-être la matinée pour les matières qui sont un petit peu plus difficiles. Voilà, qui sont plus difficiles pour l'enfant, effectivement, qui lui demandent plus d'attention, de Attention. concentration. En fonction du profil de l'enfant, il y en a qui sont plus doués en maths, d'autres qui sont plus doués dans les matières littéraires. Voilà, ça, je pense que c'est pas trop difficile à savoir. On est d'accord Voilà. aussi pour dire que ça sert à rien en fait d'attendre que l'enfant travaille 3 heures de suite, par exemple. C'est beaucoup Non. trop long. Il ne faut pas hésiter en fait à séquencer. Faut pas hésiter à séquencer, surtout, alors si un enfant a un trouble de l'attention avéré, là du coup c'est vraiment sur des petits temps en fonction voilà, de combien l'enfant arrive à tenir. Hein. Moi c'est ce que je fais en séance de méthodo, hein. Il y en a parfois ils se lèvent, etc. Ok, tu te lèves, tu as 2 minutes, effectivement, après tu reviens, on revient à la tâche. Voilà, c'est un accord. Alors avec moi ça marche parce que je suis pas le parent, des fois ça marche moins bien quand c'est le parent, mais c'est quelque chose voilà, à avoir en tête, à tolérer. C'est pas grave, nous ce qu'on veut c'est que la leçon elle soit assimilée. Les profs ils veulent voilà, continuer le programme de l'éducation nationale, et que l'enfant assimile les notions, et ben on joue le jeu. On le fait comme on peut, on le fait en s'adaptant à l'enfant, parce que comme tu l'as dit, c'est des humains, hein, c'est pas des machines, effectivement. Voilà, du moment que la notion elle est assimilée, du moment que le travail de fond il est fait, ok, voilà, on peut apprendre de différentes manières. Et c'est justement ça que j'apprends aux enfants et aux familles, en utilisant pourtant un outil concret et quelque chose qui paraît très rigoureux, parce qu'il faut maintenir une rigueur. Bah, tout en maintenant une rigueur, chacun fait comme il peut, comme il le sent, du moment que c'est efficace. Et c'est ça qu'il faut trouver en fait. C'est comment est-ce que c'est efficace pour son enfant. Puis je Ce qui n'est pense pas que c'est facile. important aussi de dire que voilà, on ne devient pas non plus le prof de notre Non, enfant. c'est pas C'est possible. On ne résout pas les problèmes, on ne résout pas ses propres problèmes scolaires à travers la scolarité de son enfant. Ça ça. j'ai. Et puis, je sais pas, par exemple, on peut pas non plus, je sais pas, priver son enfant de dessert parce qu'il leur a refusé de travailler l'histoire géo le matin. En fait, faut réussir à, voilà. Mais c'est compliqué, hein, franchement, c'est vraiment pas évident. Et après, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu travailler l'histoire géo le matin? Faut comprendre Et le pourquoi. comment? Faut comprendre le pourquoi, effectivement, en fait, il a pas voulu. Pourquoi? Et c'est vrai que moi, en séance, quand effectivement il m'amène une matière pour laquelle c'est difficile, je dis mais regarde comment c'est intéressant. La combustion, t'avais déjà appris ça? Et du coup, ils se rendent compte que quand même ce qu'ils apprennent et ce qu'on leur enseigne, c'est quand même génial, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, moi qui suis maintenant loin de mon programme scolaire du collège et du lycée, bah, je trouve que c'est quand même, avec le recul, c'est quand même super, quoi, les notions qu'ils apprennent. Et je lui dis, regarde, c'est quand même génial, la combustion, voilà, alors triple alliance, triple entente, regarde comment ils ont fait, regarde comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu en penses? On essaie d'y mettre du sens quand même dans ce qu'on apprend. C'est hyper important, il y a un vrai manque, je trouve, de sens dans ce qu'on fait apprendre aux enfants. C'est parfois trop abstrait pour eux. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart d'entre eux, en fait, ils disent, mais à quoi ça sert en fait d'apprendre tout ça? Ça, c'est quelque chose et tout qui, enfin, c'est là depuis des années, hein, sur à quoi ça sert d'apprendre ça. Oui, c'est ça. Et il y a l'orientation aussi qui arrive trop tôt, par Oui, exemple. D'emblée, il faut être dans l'idéal bon partout ou bon dans les matières où il faut par rapport à ce qu'on aimerait faire plus tard. Bon, ça arrive un peu trop tôt. il faudrait faire un Eurolife par rapport à ça, hein, vraiment par rapport à la Oui, par rapport à scolarité. l'éducation nationale, ouais. Il faudrait intégrer des profs. Donc, ça, je veux bien avoir le point de vue des professeurs, mais parce qu'il est Ouais. assez intéressant. Hein, il est assez intéressant. Mais oui, oui, effectivement, il y a de quoi. Et là, il y a de quoi faire un Eurolive uniquement sur le programme de l'éducation nationale et sur leur façon de faire, oui, effectivement. Bon, après, voilà, je pense que c'est pas évident. Hein, s'adapter en plus à chaque enfance, voilà, dans une classe, c'est vraiment pas possible. Ah, mais Euh,
les profs font du mieux qu'ils peuvent. Hein. Les profs, moi, enfin, ouais, pour le coup, les profs Là, sont là, en plus, effectivement, en confinement, ils s'adaptent autant que faire se peut, quoi. c'est l'éducation nationale, malheureusement. Et puis après, avec les moyens que l'éducation nationale offre aux profs, c'est ça plus qui pose Ouais. problème. Sinon, les profs, il y en a plein qui Manque sont de vraiment formation, excellents et de très très bonne volonté. et Ouais. manque d'outils, effectivement, oui, manque de temps, manque de. Oui, oui, ça. Ouais, ouais, ouais. Super, super, ok, merci. Bah, du coup, est-ce que, je sais pas, il nous reste ouais, 5 minutes, on va dire, à peu près. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Est-ce que, de toute façon, bon, là, voilà, c'est un premier neurolive hein, sur donc, la thématique à apprendre à apprendre. Oui, Euh, pour les questions, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Moi, on peut me contacter sans souci si on a des questions sur des outils pour une leçon ou voilà, quelque parce chose que de. tu es sur Facebook, hein, tu es sur Facebook, et puis de toute façon, donc là, les gens, en fait, ils pourront très bien taper ton nom sur Internet. À ce moment-là, tes coordonnées ressortent Oui, assez sans problème. facilement. Donc, ça Ce c'est qui super. importe le plus, c'est que vraiment, voilà, les parents et les outils, les enfants aussi, qu'il y ait une prise de conscience sur, voilà, qu'il n'y a pas de baguette magique, mais il y a une rigueur à avoir. À partir du moment où on investit la scolarité et on a les bons outils et qu'on les utilise, ça roule parce que c'est pas si compliqué que ça finalement. Il suffit de rentrer dans le moule et voilà, de faire ce qu'on nous demande, d'assimiler les notions. Et pour ça, oui, il y a des outils, il y a des techniques, effectivement. Mais ça existe, on le fait et c'est possible. Après, si on est dans le cadre d'une opposition, si l'enfant, à travers la scolarité, règle quelque chose de plus profond avec les parents, là, on est dans autre chose. Mais ça, on arrive à le remarquer, effectivement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut faire la part des choses, effectivement. Il faut faire la part des choses. En tout cas, ce qui serait bien et ce qui serait intéressant, c'est que voilà, tous les parents puissent avoir des techniques et des outils. Parce que voilà, ce n'est pas enseigné effectivement au collège et au lycée. N'hésitez pas à vous documenter sur Internet. Moi, j'ai écrit aussi j'ai fait vraiment autant que j'ai pu. J'ai écrit un petit écrit qui s'appelle Guide méthodologique pour réussir sa scolarité, où du coup, j'essaye de regrouper tous les conseils que je donne en séance aux parents pour le quotidien et par rapport aux techniques de fiches ou autres. Voilà, après, bien sûr, ça ne remplace pas les séances de méthodo, mais voilà, j'ai fait au mieux. Donc, Ah, voilà, super. pareil, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aille plus loin, il n'y a aucun problème. Hein. Mais je pense qu'il faut qu'on soit là, nous, neuropsy et psychopédagogues. Hein. Il y a d'autres types de métiers qui font aussi un petit peu ce qu'on fait. Il y a des orthophonistes qui font parfois, effectivement, du soutien, de la méthode. Hein, j'en ai rencontré. Voilà, il y a des enseignants qui ensuite sont à la retraite et qui voilà, viennent à la maison, font du soutien scolaire et qui donnent quelques techniques, quelques outils. Jamais suffisamment, je trouve. Je pense qu'il faudrait vraiment, pour les enfants au collège, au lycée, ne serait-ce qu'un cours là-dessus. Hein. Il y a certains enseignants qui, pour leur leçon, donnent quelques outils, quelques techniques, mais encore trop peu. Encore trop peu. C'est vrai. Merci beaucoup Béatrice pour toutes ces infos, pour ton expertise, pour ton partage de connaissances et d'expériences. J'espère que du coup ça sera utile à un maximum de familles. Merci aussi du coup d'être rendu disponible pendant cette période.